Le point. Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle de l'Euro, le podcast du point sur l'Euro. Nous continuons à parler de l'Euro, même si l'équipe de France est éliminée. Il ne reste plus que 3 émissions. Et oui, 3, ça passe vite. Le temps passe vite. Dans notre podcasting aujourd'hui, nous l'avions quitté optimiste, rêvant de Ligue des Champions et songeant à l'Hexagone. Il est aujourd'hui en Ligue 2, le Bordelais Adrien Mathieu. Provisoirement en Ligue 2, mais quand même en Ligue 2. Salut Florent, salut à tous. C'est pas terrible, hein. Bon, on est quand même optimiste du côté des Girondins. GG Lopez va rectifier tout ça. Tu as envoyé ta contribution sur Litchi ou pas encore? Oui, je vais essayer de proposer 50 € pour payer quelques salaires aux Girondins. Ah bah avec ce qu'il est payé ici, il peut acheter des grands joueurs, hein. C'est notre frère d'Italie, l'homme qui rêve au titre tout en espérant que Marco Verratti ne marque pas en finale, le Turinois Julien Rebucci. Bonjour tout le monde. Alors heureux? Pour l'instant, ça va. Est-ce que tu as écouté tout le week-end la compile Umberto Tozzi? Oui, bien sûr. Non, mais par contre, le stress monte un petit peu en vue de demain. Ouais. Ah bah, c'est gros match demain. Il est à la VAR, mais sans micro aujourd'hui. L'Alsacien Thomas Strasbourgeois muet. Voilà. Donc il ne peut rien dire, là il sourit bêtement. Alors il n'a pas de micro parce que nous avons un invité spécial. Il m'avait mis un carton rouge et même avait demandé à l'UEFA de me convoquer pour une commission de discipline après mon tacle sur Pogba. On a vu dans France-Suisse, donc il m'a appelé pour s'excuser et je l'ai réinvité, l'indispensable Stéphane Guy. J'ai écrit ma lettre de contrition. Parce que là, quelle perte de balle. C'est vous Florent qui tacliez dans les pieds de Paul Pogba? Tout à fait, c'est ça, bon. C'est moi. On rappelle Stéphane que tu es, on va se tutoyer, bien sûr, dans l'after-foot d'RMC. Entre autres, en effet, ouais. Avec les amis Gilbert Bribois et Daniel Riolo, qu'on salue. Et on salue également une autre émission qu'on aime beaucoup, c'est On refait le match, qui avait été créé par la légende Eugène Sacomano. Eh oui. Et repris par Christian Olivier, qu'on salue aussi. Vous savez ce que disait... l'émission pionnière, en fait. Tout à fait. Part. Vous savez ce que disait Eugène Sacomano? L'expérience est un peigne pour les chauves. C'est magnifique. C'est un lettré, Eugène Sacomano. Pas que, mais un lettré notamment. Donc petit rappel du concept, chaque participant a 1 minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, carton jaune, carton rouge. C'est parti, et on commence par Julien, et qui va encore attaquer l'équipe de France parce qu'il est l'anti-France. Ça ne veut pas vraiment être une attaque en fait. Je vais reprendre un petit peu un tacle que j'ai fait précédemment, c'est sur le capitanat d'Hugo Lloris. Voilà, Lloris, ohé, capitaine abandonné. En fait, malgré tous les cris SOS envoyés par le tacle ces dernières semaines, il n'a pas réussi à endiguer les rancœurs qui ont précipité le navire bleu dans la tempête. Plus sérieusement, 34 ans je crois, Hugo Lloris, 129 sélections, il est capitaine depuis 2010. Il n'a pas été exceptionnel sur ce tournoi. Mais pire que ça, moi je pense qu'aujourd'hui, si tous les cadavres sortent des placards de l'équipe de France, il a sa part. Je ne suis pas de base pour un capitaine qui ne soit pas dans le cœur du jeu et qui soit dans ses buts. Il est trop loin pour parler à l'arbitre, il est trop loin pour motiver ses troupes. Son discours après l'élimination en 8e de finale a été trop pauvre selon moi. Je pense qu'il a fait son temps. Je pense que cette équipe de France a besoin de renouveau à de nombreux étages. Et moi, je pense que naturellement, un nouveau capitaine s'est montré lors de cette compétition, et c'est Raphaël Varane. C'est Raphaël Varane parce que devant, on voit que Griezmann et Benzema, c'est pas trop ça niveau ambiance, comme on l'a pu le lire dans les médias. Au milieu de terrain, entre Rabiot, Pogba, là c'est cuit aussi. Naturellement, c'est Raphaël Varane qui doit être le capitaine pour les semaines et les mois à venir en équipe de France. Alors, à la vue de la mine de Stéphane et d'Adrien, quand tu as prononcé le mot Varane, le nom de Varane, je pense qu'il va y avoir une pluie de cartons. Ah mais dites-moi qui a la place de Varane. Donc on va commencer par Stéphane. Carton jaune, on est soft quand même, parce qu'on peut effectivement partager en certains points la démonstration de Julien, d'autant que moi, les retours que j'ai de l'interne de l'équipe de France, c'est effectivement que ça a été l'une des questions posées.
Alors, ce qui est fantastique quand on perd un match, c'est que toutes les questions se posent, qui auraient été évidemment recouvertes si la frappe de Coman avait été 3 cm sous la transversale. C'est le jeu du football, c'est le jeu du football de haut niveau, c'est comme ça. Donc il y a plein de petits sujets comme ça qui n'en auraient pas été, qui en deviennent, et ce sujet-là est effectivement devenu un sujet de débat, y compris en interne. Peut-être parce qu'il y a aussi un décalage entre l'âge du capitaine, Hugo Lloris, et puis la génération montante. Il y a quand même 12 ans d'écart avec Kylian Mbappé, par exemple. Non pas qu'il y ait eu un conflit personnel entre les deux, c'est pas du tout ce que je sous-entends, mais c'est une vraie question. Et dans le rendez-vous Le Graët Deschamps de la semaine, c'est sans doute une des questions qui va se poser. Ça veut dire que moi, je ne doute pas que Deschamps veuille continuer. Je pense en revanche qu'il y a des vraies choses à changer. Ça peut être un des ressorts, le changement de capitaine. Après, sur Varane, c'est un autre débat. Peut-être que Adrien va vouloir appuyer là-dessus. Moi, je ne pense pas qu'il soit non plus le capitaine idéal. Il me semble que Lloris Varane, c'est côté pile et côté face. Ouais, par ses performances, je pense pas que Raphaël Varane mérite. Moi, j'ai un autre capitaine à suggérer et je sais que celui-là va aussi provoquer des débats. Il est responsable en partie de l'élimination, mais parce qu'il a montré sur le terrain dans son leadership, Paul Pogba, pour moi, s'impose. Je pense qu'il est arrivé à maturité dans ce tournoi pour récolter le précieux brassard. C'est un des rares joueurs, mine de rien, quand un joueur de l'équipe de France se fait tacler, quand il y a une faute, qui va voir l'arbitre. C'est un des seuls qui a un peu ce côté... il n'a pas peur, tout simplement, d'affronter la vérité et d'aller voir l'homme en noir. Et moi, je trouve que sur ce tournoi, il m'a beaucoup plu. Et justement, c'est ce qu'on attend en équipe de France, c'est qu'un joueur soit à la fois responsable par ses performances. Il l'a été. Certes, il y a une perte de balle, mais bon, ça n'explique pas le no man's land derrière pendant 60 mètres. Et par ses prises de parole, donc moi, je militerai pour Paul Pogba. Rien que la façon dont Deschamps a dû le remettre dans le match juste avant la prolongation, je ne peux pas te suivre là-dessus, quoi. Je te mets un tacle à mon tacle. Un contre-tacle. Ça finit en baston. Là. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec Julien, on ne peut pas nommer Pogba. Enfin, déjà, l'ego est quand même surdimensionné. Et est-ce qu'il pense vraiment collectif ? Première chose. Deuxième chose, ça renvoie à mon tacle de la dernière fois. Est-ce qu'on peut nommer quelqu'un qui est intermittent du spectacle capitaine ? Je suis pas sûr. Et troisièmement, on a vu qu'il y avait des tensions avec Didier Deschamps, quand Deschamps lui dit « sécure », et que l'autre n'en fait qu'à sa tête. Donc c'est très très compliqué. Pour Lloris, si vous enlevez le capitanat à Lloris, est-ce que vous pouvez garder Lloris dans la cage de l'équipe de France ? Parce que c'est un vrai désaveu, non Stéphane ? Ouais, moi je pense que oui. Je pense qu'il peut finir à la Coupe du Monde improbable qui nous attend. Il peut être effectivement le gardien des Bleus. Je vois pas trop de remise en cause de ce point de vue-là. Lloris, pour répondre à Julien, c'est quand même l'homme qui nous sort le penalty de l'espoir contre la Suisse. Il n'est pas transcendant. C'est sûr qu'on voit aujourd'hui de meilleurs gardiens apparaître que lui. En France, pas sûr. Mais bon, ça reste quand même une valeur sûre. Il n'est pas passé à côté de son tournoi non plus. Je pense qu'il faudrait lancer Mike Maignan un petit peu, peut-être là les matchs du Final Four de la Ligue des Nations, voir un peu ce que ça donne. Ce sera aussi l'occasion de faire une pierre deux coups, de changer le capitanat et de mettre un nouveau gardien. C'est une année cruciale pour Mike Maignan qui s'annonce parce que transfert au Milan, Ligue des Champions, succession de Donnarumma, un poste à responsabilité en Serie A où il sera énormément scruté et où à la moindre performance, contrairement en Ligue 1 où ça peut le descendre parce que les médias italiens ne pardonneront pas. Et vu l'âge de Lloris, moi je pense que Lloris continuera comme Stéphane jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar. Par contre, pour sa succession, c'est sûr qu'il y a Mandanda qui est trop âgé. Maignan est le premier candidat. Curieux de voir aussi ce que va faire le jeune Ilan Meslier avec Leeds dans les prochaines saisons parce que c'est un jeune gardien avec du potentiel. Donc on a de la relève, mais il faut leur donner cette chance, cette opportunité. Et il y a un nom que vous n'avez pas cité pour le capitanat. Pourquoi ça pourrait pas être Karim Benzema ? Oui. Il est quand même capitaine au Real Madrid. Oui, il est vice-capitaine. Mais il est quand capitaine quand Ramos était pas là, ouais. Et oui, moi c'est une idée que j'ai effectivement en tête. Alors après, c'est encore une fois, Deschamps ne pouvait pas le nommer capitaine évidemment là, ça aurait été un peu surréaliste, mais le capitaine c'est quand même le lien de l'entraîneur, c'est le relais de l'entraîneur, donc il faut que cette affinité-là elle soit très très forte. Mais et puis dans les petits grésillements internes dont parlait Julien. Il y a la relation Griezmann, qui est l'homme quand même de Deschamps, Benzema, qui n'a pas été idyllique pendant l'Euro, quoi. Donc on en saura un peu plus lors des matchs de septembre. Oui, comme la Ligue des Nations. La Ligue des Nations. Et d'ailleurs, qui sont nos 3 adversaires pour le Final Four de la Ligue des Nations ? Ça, c'est une question piège. Oh là là, mince. Le septembre, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je crois que la Ligue des Nations, c'est en octobre, c'est la Belgique. La Belgique. Et les 3 autres. Et les deux autres. L'autre demi-finale. Portugal ? Non. L'Italie ? Italie. Pays-Bas ? Non. Angleterre ? Non.
Turquie. Non, Allemagne, non, Espagne. Espagne. Ah, c'est intéressant quand même. Mm. Italie-Espagne, ils étaient déjà en demi-finale de la Ligue des... C'est ça en fait, la compétition de référence du football mondial, Voilà, c'est la Ligue des Nations. En parlant de l'Espagne, Adrien, je crois que c'est le sujet de ton taxi. J'ai bien lu le conducteur. C'est exactement Vous êtes ça. initié, Laurent. vous transmettez les informations auparavant Pour pas se marcher sur les à pieds l'arbitre. comme. Pour pas s'auto-tacler, pour C'est pas ça. rentrer en collision. C'est bêtement. scandaleux. Et oui, contre toute attente, cette équipe d'Espagne se retrouve dans le dernier carré d'une compétition internationale, avec sans doute le groupe le moins talentueux de ces 20 dernières années. Comme le Danemark, Luis Enrique a prouvé que les individualités ne faisaient pas tout et que le collectif restait l'essence même de ce sport. Avec une liste sans Sergio Ramos et l'ensemble des joueurs du Real Madrid, le sélectionneur partait mal dans un pays souvent divisé autour de ses clubs. Après la qualification contre la Suisse, plusieurs journaux lui ont demandé pardon. Raymond Domenech en a rêvé, Lucho l'a fait. Pourtant, son équipe était dans le brouillard, une bulle sanitaire mise à mal avec 2 cas positifs avant le début de la compétition, un dernier match amical disputé par une équipe de réservistes et une entame poussive face à la Suède et la Pologne. À l'image d'une Liga soporifique, la Rora incarnait donc les difficultés de son championnat. Cependant, cette équipe ne s'est jamais rognée, c'est la meilleure attaque de l'Euro avec 12 buts. Elle a toujours voulu imposer son style, de la possession, de la personnalité, de la créativité au milieu de terrain, incarné par la pépite Pedri, seulement 18 ans, et déjà un euro de patron. Comme quoi, c'est encore possible de briller sans demander à tirer tous les coups francs et pénaltys. Kylian, si tu nous écoutes. Bémol, cependant, cette équipe n'a affronté aucun cador encore du football européen. La confrontation contre l'Italie demain soir permettra de juger cette aventure espagnole en simple rebond ou véritable renaissance. Julien, Je suis assez d'accord, et ce sera un tacle tout à fait licite d'Adrien. J'attends de voir la confrontation demain, en effet, pour voir si toutes les belles choses qu'on a pu voir de l'Espagne vont se concrétiser. Ce qui est assez drôle, c'est que l'Italie que va rencontrer demain l'Espagne est peut-être l'équipe qui se rapproche le plus de l'Espagne qui a gagné 3 trophées internationaux de suite. Comme tu l'as dit, Luis Enrique a fait des choix forts. Il n'a pas pris Sergio Ramos, il ne fait pas jouer Marcos Llorente, qui est probablement le meilleur joueur espagnol cette saison. Et ça marche même avec un Morata qui est vraiment un joueur maladroit et dilettante, je trouve. Après, ils ont eu aussi un parcours qui n'est pas le plus difficile, mais bon, après, c'est aussi ça qui fait un champion. C'est pas forcément battre les équipes les plus difficiles, c'est avoir un bon parcours et être là quand il faut être là. Donc, à voir s'ils seront là demain. Moi, je ne l'espère pas, mais tacle tout à fait licite de ta part. encore un tacle licite. Bravo, Adrien. Oui, moi aussi, je suis assez d'accord avec Julien et avec Adrien. Je dois vous avouer que j'étais désespéré. C'est peut-être le moment où j'ai touché le fond, c'est en regardant Espagne-Suisse. Ouais. Qu'est-ce que ces deux équipes-là faisaient là? Comment il est possible que la France, dans ce tableau-là, ne soit pas allée en demi-finale? Ça tournera dans nos têtes un petit moment quand même, cette affaire-là. De l'Espagne, oui, on ne l'attendait pas, c'est vrai, pour toutes les raisons qu'a très bien expliqué Adrien. Je ne les imagine pas non plus passer contre l'Italie, franchement. Voilà. Bon, RAS, voilà, c'est une équipe qui m'inspire pas grand-chose, mais c'est vrai qu'il y avait des choix forts du coach quand même, enfin des choix peut-être qui étaient imposés, parce que nul ne sait exactement dans quel état de santé est Sergio Ramos, donc sinon il est évident qu'il aurait été là, mais bon, on est toujours amusé dans une compétition quand l'équipe qui au départ fait l'unanimité contre elle dans son propre pays, finalement, moi je vis ça un peu avec l'équipe d'Angleterre qui était également très critiquée, puis on en reparlera peut-être, mais qui va peut-être aller au bout de cette affaire. Donc c'est toujours un petit capital sympathico-ironique sur l'Espagne. En tout cas, qu'est-ce qu'on s'ennuie quand on regarde l'Espagne? Ce jeu caricatural de possession, c'est insupportable. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas flamboyant. On l'a vu contre la Suède, ça tournait un peu à la caricature, un peu ce système un peu en handball où ça faisait un grand U, ça revenait, ça trouvait pas des forces. Mais en même temps, j'ai envie de dire, par rapport au 11, au groupe de cette équipe, on regarde les noms. Est-ce que Luis Enrique peut faire mieux avec ces gars-là, avec des Sarabia remplaçants au PSG, avec Morata, on connaît cet attaquant qui n'a jamais dépassé les 15-16 buts par saison en club. Il a réussi, Enrique, un des ressorts importants des coachs, c'est de jouer de l'opposition à son équipe pour en faire un bloc cohérent et
Et compacte surtout. C'est quelqu'un qui adore être dos au mur. Hein. Et d'ailleurs, ça a vu contre les médias. Les médias n'ont pas arrêté de remettre en cause ses choix. On l'a dit, il faut s'en rendre compte, c'est la première fois dans l'histoire d'Espagne qu'il n'y a aucun joueur du Real Madrid dans une compétition internationale. Et Luis Enrique a franchi ce pas parce que les joueurs du Real Madrid étaient soit en méforme physique, soit ne correspondaient pas à ses attentes dans son projet de jeu. Et aujourd'hui, ça lui donne raison. Et on voit des médias qui sont obligés de s'excuser, ce qui est assez rare. Oui, s'ils en prennent 3 ou 4 contre l'Italie, ça va reprendre. Hein. Oui, attention, parce qu'il s'est vraiment mis en mode seul contre tous, en fait, en Espagne. Attention au retour de bâton qui peut être très très violent en cas de rouste contre l'Italie. Et ce sera un match, à mon avis, où ils vont pour la première fois subir une grosse pression. On va voir ce que ça donne. Je pense que s'ils gardent ce 11 titulaire, ça peut être très compliqué pour l'Espagne quand même. Ils ont quand même terminé bien cramés contre la Suisse, donc s'il n'y a pas de rotation, je pense que ça va être compliqué. Et 2 prolongations en 8e et en quart, donc ça faut aussi prendre Oui, puis c'est une équipe compte, qui a bénéficié, comme les 4 d'ailleurs qui sont en demi-finale, de ces matchs à domicile. Hein. Ça a été un facteur, à mon avis, très très important. Pas autant que la médiocrité française, mais très important quand même. Et c'est vrai que ne pas voir l'équipe de France en demi-finale, c'est un crève-cœur. C'est vraiment une compète. Enfin, voilà, on va ressasser. Alors, ça va être à mon tour. Donc, je vais tacler nos amis du 8 mai. Vous savez, ces gens qui concèdent que l'Italie a un jeu attrayant, mais qui ont fustigé l'attitude de la squadra dans les 10 dernières minutes du match contre la Belgique. Les Italiens ont été époustouflants pendant 70 minutes, stratèges pendant 18 minutes et comédiens pendant 7 minutes. Et certains n'ont retenu que la partie comédie, les roulades et la simulation. Et moi, j'ai envie de défendre le vice dans le foot. Le vice, c'est aussi important que le spectacle. Un match, c'est un combat où il y a des moments de grâce, de génie, mais aussi des moments plus bas de gamme avec un peu de tricherie. Vous voyez, moi, Immobilier, il m'a fait rire. Je l'ai trouvé distrayant et ça fait partie du spectacle. Et en plus, ça m'a rajeuni, ça m'a rappelé, vous savez, Ravanelli qui tombait tout seul dans les surfaces de réparation. Alors, tout le monde lui est tombé dessus, mais finalement, ça fait partie du jeu d'aller chercher ce petit penalty, ce petit supplément d'âme. Et puis, ce sont les mêmes qui ne critiquent jamais Neymar ou Mbappé quand ils font des roulades et poussent des cris comme s'ils avaient été percutés par Gattuso de la grande époque, parce que certains ont la carte et d'autres ne l'ont pas. Bref, ce qui a fait pour moi d'Italie-Belgique l'un des plus grands matchs de l'Euro, c'est tous ces aspects, à la fois la beauté du jeu de l'Italie, mais aussi son vice. Vive l'Italie. À vous, messieurs. Adrien. Non, tu as raison. C'est vrai que beaucoup sont tombés sur Immobilier, mais en même temps, ça arrive plein de fois. Le joueur reste à terre, il espère peut-être un petit coup de main de la VAR, son équipe marque, il se relève. Bon, c'est du bluff. Tout le monde est tombé dessus en disant que c'était un grand tricheur qu'il fallait qu'il soit suspendu. Faut pas en rajouter. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir cette équipe d'Italie subir dans les 10 dernières minutes parce qu'on a vu beaucoup être protagonistes du jeu et finalement dans une situation inverse, ce qu'avait subi au contraire la Belgique contre le Portugal au tour précédent, voir comment elle allait réagir. Et voilà, on a pu se rendre compte que l'expérience de Bonucci et Chiellini qui a peut-être fait défaut cette saison à la Juve. Là, ça a superbement marché. Donnarumma, on peut se réjouir que le PSG attire un gardien comme ça dans notre championnat. Franchement, il y a beaucoup de positifs dans ce dernier quart d'heure. Ça va être sympa les entraînements, parce que comme Donnarumma ne jouera pas, on va aller voir ses arrêts à l'entraînement. Moi, je mets un tacle, un carton jaune à Florent. Je ne supporte pas ça, Florent. Vraiment, c'est pour moi la plaie du foot aujourd'hui. Alors, c'est moins Immobilier et dans le contexte d'un match comme ça, très fort en jeu, etc. Bon, on peut effectivement sourire et en rire, mais je trouve que le football meurt de ces comportements-là, de ces joueurs. Moi, j'ai commenté tellement de matchs où dans le stade, j'entendais un joueur hurler à la mort et le voir courir comme un lapin 15 secondes après. J'en peux plus. Voilà, donc c'est pas... Alors évidemment... que ce soit un Italien qui le fasse, ça aggrave son cas, parce qu'on est rattrapé par la caricature. Mais non, je pense que cette Italie, justement, elle nous a produit un football moderne, et elle nous a emballé, qu'elle ne retombe pas dans ses travers. Et puis, moi, j'ai un souvenir très douloureux, et c'est pour ça que je regarde toujours Sergio Ramos avec un regard un peu piteux. C'est ce qu'il a fait à Salah en finale de Ligue des Champions. Il nous a tués, ce qui aurait pu être l'une des plus belles finales de Ligue des Champions de l'histoire. Donc, non, pas d'indulgence pour les simulateurs, pour les tricheurs, pour les truqueurs. Vive le foot libre. Moi, ce sera un carton jaune aussi, Florent, parce que il y a un problème dans votre calcul initial, c'est 95 minutes de bonheur, cette Italie contre la Belgique. Moi, j'en voudrais... On peut en vouloir Immobilier, mais comme l'a dit Stéphane, il faudra en vouloir à énormément de joueurs tous les week-ends sur beaucoup de terrains en Europe et dans le monde.
Moi, j'en veux surtout, alors je ne sais plus si c'est Vertonghen ou Vermaelen, mais qui là-dessus sort totalement de son match pendant 10 secondes. Vermaelen, ouais. Et voilà, et derrière, Barella met le but. En fait, c'est un coup de génie. Il n'a peut-être pas fait exprès, mais ça reste un coup de génie. Il a réussi à faire sortir le défenseur central Le meilleur belge. défenseur belge du tournoi. d'ailleurs. Ouais. façon surprenante. De sa concentration. Et sur le but, on voit qu'ils sont tous dépassés. Et ça leur coûte sûrement la qualification pour le tour suivant. On ne va pas refaire le match, mais ce but-là, à ce moment-là, ça... Bravo Immobilier, quoi. Bravo Immobilier. Oui, donc tu me rejoins en fait. Oui, mais parce que c'était un carton jaune sur ton calcul initial. L'Italie a arrêté de jouer à la 70e minute. Comme la France aura peut-être dû arrêter de jouer aussi à la 75e. Ouais. Ah non, mais ça c'est clair. Non, mais après, le football, c'est un jeu de tempo. Il faut savoir attaquer, il faut savoir défendre, ce qui n'est pas facile à faire. Beaucoup d'équipes ne savent pas défendre. L'Italie sait défendre en avançant, elle sait défendre aussi en bloc bas, comme elle a pu le montrer face à la Belgique. C'est logique, leur qualification est tout à fait logique. Ils auraient pu faire ça 3-0 au lieu d'un 2-1. Et on t'entend pas trop sur Verratti. Il a fait un bon match ou pas, Verratti? Match correct, mais pendant il a fait ses 60 minutes habituelles. Il est sorti au bout de 75 minutes, mais oui, à partir de la 60e, on le voyait moins. Non, mais Verratti reste un bon joueur, mais il ne faut pas se leurrer. Le patron du milieu de terrain en Italie, il s'appelle Jorginho, il ne s'appelle pas Verratti, il ne s'appellera jamais Verratti. Et il est brésilien. Et il est brésilien. Allez, hop. Oriundi. Adrien, quelque chose à rajouter? Non, Marco Verratti, je crois qu'il a fait un très très bon match et les stats le prouvent. Aujourd'hui, c'est le meilleur créateur de l'Euro avec Kevin De Bruyne. Non, je ne peux pas te laisser. Il a des très bonnes stats sur Italie-Belgique. Non, mais vraiment, il monte en puissance. On sait que c'est toujours le souci physique, l'enchaînement. Et là, il répond présent. Et la demi-finale, ça permet de voir où est-ce qu'il met le curseur. Mais moi, j'ai trouvé qu'il a fait vraiment 75 minutes de très très bon niveau. Je propose que si l'Italie gagne l'Euro, nous cotisions tous pour t'offrir un maillot floqué Verratti. Avec plaisir. Non, mais c'est terrible quand on voit le bonheur du jeu de Locatelli mettre Verratti à la place. Moi, je ne comprends pas. C'est un choix, c'est vrai que c'est un choix, mais c'est un choix qui en dit long aussi sur le rapport des coachs avec Verratti, qui est un joueur pourtant qui peut exaspérer, mais qui a la confiance de ses entraîneurs. Mais j'ai espoir que Locatelli soit titulaire en demi-finale, puisqu'il n'a pas joué une seule minute lors des quarts, qu'il l'ait gardé. Ouais, c'est vrai qu'il a disparu complètement. Réponse demain, et justement, c'est l'heure. 2 minutes de bonheur en plus. Donc on va passer au pronostic. Donc Stéphane, on a gardé le 3 minutes de bonheur en plus parce que nous on recycle beaucoup. Nous sommes écolos éditorialement. Espagne-Italie, c'est le match, et on va pas faire d'ombrage aux Anglais, mais quand même le choc qui nous passionne, c'est cette Espagne-Italie. Donc on va demander à Adrien ton prono. Une victoire 2-1 de l'Italie. Stéphane. Oui, moi aussi je crois. Enfin, alors je sais pas. On va parler de l'autre match ou pas du tout? On va en parler un petit peu. Bon, Ouais. moi, je veux voir une finale Italie-Angleterre. Je pense que c'est les deux équipes qu'on a envie de voir au bout de ce tournoi. Donc, par définition, je suis pas supporter de l'Italie, mais je pense, sur l'analyse des matchs là de l'Euro, que l'Italie a un avantage certain sur l'Espagne. Julien. Il y a un contentieux en 2012. Ah Je oui. vois 4-1 pour l'Italie. Oh là là. Ah, une raclée. Il est fou. Je vois vraiment l'Italie surpasser physiquement l'Espagne et les étouffer et leur mettre 4 buts. Alors, physiquement, attention, Julien, c'est peut-être le point d'interrogation sur les Italiens quand même. C'est ça. Je pense que là, ça va le faire. Et moi je vais dire 2 partout, prolongation, victoire de l'Italie au tir au but parce qu'il n'y a pas Simone Zaza. Donc tous les espoirs sont permis. Et on le salue. Voilà, on le salue. On a salué beaucoup de monde au début du tacle. On le salue lui aussi. Et donc le deuxième match, Angleterre-Danemark. Vos pronos, on commence par Julien. Très difficile à lire. Moi, je suis toujours circonspect par cette Angleterre. Sur un coup de bol, ça peut passer. Pour l'histoire, j'aimerais bien quand même que le Danemark se qualifie. Je vais dire le Danemark en prolongation et même au tir au but. Un homme de cœur, Julien. Adrien. Je vois l'Angleterre parce qu'elle a pu reposer ses meilleurs éléments après une heure de jeu contre l'Ukraine, parce que c'est à Wembley encore une fois, que ça a un Euro à domicile pour elle. Donc, et puis mine de rien, ça monte en puissance offensivement. On sent que Kane s'est totalement réveillé, que Sterling est à un de ses meilleurs niveaux. Donc je vois bien une victoire de l'Angleterre 2-0. Je ne comprends pas le scepticisme permanent sur cette équipe anglaise, notamment dans notre beau pays. Je trouve que c'est une équipe qui
qui est impressionnante. J'ai l'impression de voir jouer l'Allemagne, jouer l'Angleterre. Je me surprends à penser cela. Donc, alors je pense à un match très piégeux, évidemment, parce que bon, le Danemark a cette force interne, cette force collective, cette passion-là qui peut le mener loin. Mais je pense quand même, ils ont quand même été un peu en difficulté en quart de finale, les Danois. Donc, je vois les Anglais s'imposer. Et j'espère, moi j'ai envie de voir cette finale Angleterre-Italie. Avec l'Angleterre qui n'a pris aucun but depuis le début de la compétition. Non, mais c'est une équipe très complète, qui imprime à l'adversaire le match, qu'elle a envie de jouer, qui respire également de la confiance, qui est très important dans ces compétitions-là, et ce qui était sans doute un des gros péchés des Anglais, qui avaient des équipes un peu fébriles psychologiquement. Je sens pas ça de cette équipe-là. Ouais, je suis d'accord, mais l'Angleterre va se qualifier assez facilement, je pense. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. On se retrouvera donc jeudi pour débriefer les demi-finales et se projeter sur la finale, donc Angleterre-Italie. On le veut tous, voilà, donc merci à l'UEFA de faire respecter cela. Merci Stéphane d'être venu. Et merci à vous une fois de plus de m'avoir accueilli dans votre humble demeure. Pour ces deux émissions, c'était formidable. On espère, on t'écoutera à l'After, sur BFM et avec plaisir. Bientôt, j'espère. Merci beaucoup. On remercie Thomas qui a beaucoup parlé, qui a vraiment tenu le micro. Quelle voix. Mais il aura réalisé cette émission de main de maître. Voilà, on se retrouve jeudi et d'ici là, bon Italie-Espagne. Bon match. Salut. Salut. Le point.